Il y a des moments où tu vois l'entrepreneuriat comme un jeu. Je crois que je le vois quasiment essentiellement comme un jeu. Et je crois que c'est ce qui me permet de kiffer le matin quand je me lève. Ouais. Chez Braquage, notre métier, il est relativement simple. C'est d'accompagner les entrepreneurs à lever des fonds. Globalement, des tickets entre les premières centaines de milliers d'euros jusqu'à 5-10 millions. C'est plus cool pour nous d'accompagner un entrepreneur qui fait sa première ou deuxième levée de fonds, à qui on a plein de choses à apprendre, versus l'entrepreneur qui fait sa 15e, qui est rodé à l'exercice. C'est parfois là où on prend le plus de plaisir. Notre volonté chez Braquage, c'était d'ouvrir un peu les portes de l'entrepreneuriat et de donner accès à tous les entrepreneurs, un maximum d'entrepreneurs, les codes de la levée de fonds. C'était casser les codes là dont tu parles. Ouais, Complètement. complètement. Dire on peut être les cool kids et faire du taf Ouais, sérieux quoi. Exactement. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Magnifique lieu, magnifique vinyle, comme vous pouvez le voir, ils vont changer à chaque épisode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inaugurer ce studio avec non pas juste un entrepreneur, mais un pote avec qui je dormais quand on avait 6 piges. Comment ça va, Germanus? Salut mon pote, très bien et toi? Germanus pour les intimes, Germain pour vous. Germanis pour toi. Hein. Ouais, je juste pour crois bien qu'il y qu'on a que voit toi qui que- m'appelle Germanis. Bon, vous l'avez pas vu parce que j'ai chié mon intro. Mais voilà, c'est son cadeau et je vais... Bah, explique-moi pourquoi tu m'as offert ce Ouais, bouquin. la petite anecdote, c'est qu'avec Yacine, on est des potes de primaire, de CP. Et on est au-delà des potes, on était même voisins quasiment. Ouais. Et du coup, on avait l'habitude de dormir chez l'un, chez l'autre. Et quand on allait chez Yacine, on avait toujours le bonheur, le luxe d'avoir du Milka pour le goûter ou pour le petit-déj d'ailleurs. Voilà, Chez moi, c'était la Team Crunch. voilà j'allais dire, Ouais. il me nourrissait chez lui quand même. Ouais, je crois. Et donc, du coup, quand on venait chez toi, ça me semblait quand même primordial de revenir avec du Milka. J'apprécie à fond et d'ailleurs, je vais dropper ça juste maintenant. Tu sais que t'es le seul mec Ouais. qui venait dormir chez moi avec son coussin. Ah ouais, mon coussin? Mon oreiller? Ton oreiller? Ouais, mon oreiller, ouais. Je sais pourquoi. Bah ouais, c'est pour la team des asthmatiques. Exactement. Ouais. Tellement dans le- J'avais des coussins, enfin j'avais des oreillers anti-acariens. Et à l'époque, c'était indispensable. Donc chez moi, il y a des acariens, quoi. On pouvait potentiellement avoir des acariens chez toi, mais je crois qu'il y a des acariens chez tout le monde. Je crois. Non mais de ouf, et même moi je suis allergique aux acariens. Bon bref, est-ce qu'on est là pour parler santé? Je ne crois pas, on va parler business, on va parler thunes, on va parler entrepreneuriat et l'art de prendre des risques. Cher Germain, qu'est-ce que tu as monté? Ouais, je suis un des 2 cofondateurs d'une boîte qui s'appelle Braquage. Chez Braquage, notre métier, il est relativement simple. C'est, en tout cas, on l'intitulé, c'est d'accompagner les entrepreneurs à lever des fonds, les entrepreneurs de la tech. Est-ce que le business va bien ces dernières années? Non, attends, je t'ai lancé quand? Ouais, nous, on s'est lancé avec Augustin officiellement avril 2022. L'Eldorado de la Ouais, levée de fonds. exactement. C'est le momentum qu'on appelle ça dans le business. Même si avec Augustin, on bosse depuis des années ensemble, mais ça, on pourra en reparler. Ouais. Mais on aime bien dire que c'était peut-être le meilleur moment, tu vois, c'était peut-être le meilleur moment pour se lancer, quand effectivement la bulle est redescendue et on avait tout le temps de monter un business relativement sain. Je pense que potentiellement, si on avait démarré Braquage un an avant, on aurait été très vite dans le fast, avec des grosses levées, des gros recrutements, et on aurait peut-être Donc- du coup un peu regretté. Donc finalement, posteriori, on a eu le temps de démarrer à notre rythme et on est ravis. Ouais. C'est mort les levées de fonds ou ça existe encore? Non, factuellement, ça existe encore. Ça reste un Et- procédé de financement. Ouais, exactement. Après, il y a plusieurs manières de voir le problème. Est-ce qu'on a connu une bulle il y a 2-3 ans? A priori, oui. Est-ce que le mécanisme d'une levée de fonds reste sain et pertinent pour des boîtes qui veulent accélérer? Clairement, oui. Donc oui, il y a des levées de fonds qui se font. Il y a des levées de fonds qui se font pour les bonnes boîtes qui veulent lever des fonds. Et juste, allez, fais-nous la petite promo, t'accompagnes quel genre d'entrepreneur? Nous, on accompagne les entrepreneurs dans leur première levée de fonds, donc c'est-à-dire pré-seed, seed, série A, globalement des tickets entre les premiers centaines de milliers d'euros jusqu'à 5-10 millions. Ok. Dans la tech, on est hyper généraliste. Et voilà. Et on accompagne sur toutes les étapes de la levée de fonds, c'est-à-dire phase de préparation, phase de roadshow, phase de closing, on pourra en parler si tu veux. Mais voilà, Non. globalement, notre scope. Merci Yacine pour cet épisode. Ciao. It's a wrap. Bon, raconte-moi tout. Est-ce que t'étais un bon élève? J'ai envie de comprendre un petit peu. Ouais. On va parler de comment tu t'es lancé, de l'art de prendre des risques. Ouais. Et je pense que tu l'as fait sans l'intellectualiser. Donc voilà, on va en parler, mais dis-moi, t'étais comment? Et vraiment, je me souviens même pas. Je crois pas que t'étais Oui. premier de la classe, mais t'étais... En primaire, j'étais numéro 2, numéro 3, je crois. Arrête. Ouais, bien sûr, c'est pas toi? Ah, gars, je m'en souviens C'était trop pas. facile en primaire. Ouais. C'était trop facile. Ouais, il y avait notre ami Victor, là, encore merci, qui était, je crois, un peu plus devant. Non, mais plutôt bon élève. Tu vois, le premier quart, quoi. Donc, discipline, tu dirais? Intelligence ou discipline? Tu parles de quelle époque?
Peu importe, je te dirais même après au collège-lycée, mais c'est le fait de tout le temps faire tes devoirs, d'être sérieux, d'être assidu, ou tu dirais juste t'avais des facilités plus que la moyenne, c'est quoi? Discipline, pas du tout. En tout Ok. cas, elle est arrivée après. Elle est arrivée plutôt, tu vois, post-lycée. Ouais, je Donc, dis ça parce qu'il fait partie de ces trentenaires qui font des footings, je comprends ouais, toujours pas. Et des marathons, excuse-moi. ouais, les sports de consultant. Voilà, exactement, avec la petite doudoune sans manche là. Ouais, exactement. Non, au collège, lycée, clairement, aucune discipline. C'était un enfer pour moi d'aller travailler le dimanche, tu sais, après le déj en famille, il fallait aller travailler le dimanche après, mais j'ai que de mauvais souvenirs. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait un cauchemar commun entre pas mal de personnes, c'était le fait de rêver de louper le bac. Je sais pas si tu le fais, mais j'ai l'impression que c'est... Je le loupe pas, mais moi j'ai encore des rêves aujourd'hui où je crois que c'est le bac demain et Ouais, je suis pas prêt. ah ouais, c'est ça. Je suis pas Où je prêt, dois gros. repasser le bac. Une dernière fois, j'avais rêvé que j'avais déjà un bac, puis il fallait que je faisais un deuxième bac. Et on est pas mal à avoir ces cauchemars, c'est quand même dingue, tu vois. Bah, je trouve que dès qu'on a 6 ans, on nous parle du bac, quoi. Ouais, Genre avant même de savoir qu'est-ce que le collège-lycée, tu sais qu'à 18 ans, il y a l'épreuve, quoi. ouais, c'est ça. Et là, j'écoutais un entrepreneur, regarde, c'est pas le bac, lui, c'était le fait de redoubler sa licence, je crois, mais c'est assez dingue, tu vois, dans le cerveau, le tatouage qu'on a un peu dans le cerveau là-dessus. Donc non, discipline, pas tant que ça. Et après, ouais, j'étais juste l'élève qui savait quand il fallait bosser et un peu accélérer pour avoir la note qu'il fallait pour avancer. Et donc plutôt bon élève. Et ensuite, donc post-lycée, moi j'ai fait tout mon cursus à Paris. Ah ça, t'as fait? Ouais, ça c'était après le bac, ouais, à Sas. T'as fait quoi, ça? À Ouais, Sas, t'as j'ai fait finance. écouté. Ouais, éco-gé, Ok. finance, j'ai fait 4 ans là-bas. Et c'est là où ça a un peu tout changé pour moi, parce que du coup j'étais dans un environnement très facile à Paris. Et c'est peut-être à Sas où je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui bossaient et que c'était devenu cool en fait de bosser. C'était pas forcément le cas au lycée, en tout cas dans le mien. Et c'est à partir de là Tu veux dire les gens bossaient par intérêt? Enfin, ils étaient Euh, intéressés ouais, à en te faire fait, progresser. en fait, tu découvres que c'est cool de bosser alors que t'es dans un environnement au lycée où en fait, si t'es un peu le vilain petit canard qui a la mauvaise note quelque part, tu peux être le mec sympa de la classe et en fait, tu te rends compte très vite que c'est des débilités de jeunesse, quoi. Et en fait, si tu veux t'ouvrir au monde et juste avoir une vie le plus enrichie possible, pas forcément dans le sens matériel du terme, ça passe par le travail. Et donc j'ai eu ce déclic-là juste après le bac, tu vois, 18-19 ans. Tu foutais la merde en cours? Non, pas trop. J'étais le numéro 2, tu vois. Il y avait toujours quelqu'un qui allait un peu, déranger. Et moi, si je pouvais prendre ma petite place et avoir ma petite blague, mais toujours un peu un pare-feu, tu vois. Voilà, c'est l'ami que j'ai détesté pendant Mais c'est tout pour le ça temps. qu'on était potes d'ailleurs, Bah non? ouais, comme ça, moi je Instrument. prenais cher et toi tu rigolais, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le premier, c'était moi, hein, Ça, c'était je moi l'aimais ou bien, Momo, ouais. tu sais. En primaire, ouais. Excellent. Attends, mini parenthèse, je l'ai pas dit, mais on a des vinyles derrière. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ces 2 vinyles, s'il te plaît? Eh ben, écoute, Parenthèse culturelle. c'est que des références à l'équipe braquage. On n'a pas parlé, mais on est une belle équipe de 4 personnes. Et ça, c'est le vinyle de Justice qui est la team préférée de mon cher associé Augustin. Et ça, on a une émission qui s'appelle Pitch Be Humble, en référence à Be Humble de l'album de Lamar. Et du coup, qui a été choisi par Simon Lorenzo, qui est un alternant chez nous. Donc voilà, c'est en référence finalement, c'est même pas des vinyles pour moi, mais T'écoutes un peu quand même? ouais, j'ai des vinyles chez moi et j'adore ça. Pareil, on est un peu dans le cliché, tu vois, du néo-parisien. Mais la réalité, c'est que c'est un peu comme le cinéma, tu vois, que je consomme beaucoup. C'est une vraie expérience immersive qu'on a de moins en moins malgré tout. Et c'est trop cool, tu vois, quand écoutes un disque. Déjà, tu as l'objet, tu rentres un peu dans l'album, tu es obligé d'écouter tout l'album. En vinyle, ouais. En vinyle, ouais, pardon. Mais l'album, c'est à peu près similaire d'ailleurs. Et du coup, tu as vraiment un temps, tu vois, parce que finalement, un artiste qui fait un album, en tout cas pour les bons, c'est une vraie proposition de plusieurs sons, tu vois. C'est pas juste. Putain, t'as tellement 30 ans, mec. Ouais, j'ai tellement 30 ans. Revenons à nos moutons. C'est quoi la question? Ouais, la question que je vais te poser. Je veux parler d'argent et je veux comprendre pourquoi t'es rentré en finance. Mais bon, du coup, je te biaise, mais c'est quoi? C'était quand même bien reconnu. D'ailleurs, enfin, je dis ça, mais à la fin d'Assas, donc t'es rentré à l'EM. Il y avait un truc aussi de vouloir rentrer dans une grande école de commerce. C'était quoi Ouais, en Qu'est-ce que fait, tu cherchais à ce moment-là? moi, j'ai le parcours classique du mec qui voulait réduire les risques et donc qui prenait le parcours choisi par le plus de personnes et qui ouvrait a priori le plus de portes. Mais pour accéder à quoi? Quand tu dis réduire les Accéder, risques. accéder juste au prochain level où tu as encore tous les choix possibles. Ok. Donc, tu vois, tu fais un bac généraliste, ES, ensuite tu fais une fac généraliste, ensuite tu fais une école de commerce généraliste,
Et à partir de là, tu commences à avoir des petites choses qui te plaisent, tu vois, type l'entrepreneuriat. On avait créé une asso là-dessus en 2014 avec Augustin d'ailleurs, à l'époque, on Ah parlait ouais? de ça tous les deux. Ouais, Ah, je savais pas. Ok. 2014, on parlait d'entrepreneuriat dans une association qui s'appelait Jeunes Pousses d'Assas. Et c'était Ok. pas simple à l'époque de parler d'entrepreneuriat en 2014. Ouais, c'est toujours pas si Ouais, ça, ouais, ça c'est toujours pose pas de si simple, problème. mais on a quand même pas mal avancé tous, je pense, depuis 10 ans. Et pourquoi je disais ça? Ouais, et ensuite, du coup, ouais, école de commerce généraliste. Et donc là, je commence à me dire, l'entrepreneuriat, ça me parle. La finance, pourquoi la finance? Tu vois, est-ce qu'on finit de mettre un mot dessus? Mon frère en faisait, a priori, c'est rémunérateur. On vient pas tous les deux, d'ailleurs, on a un peu ça en commun, on vient pas des familles hyper aisées, donc tu te dis: «OK, bon, bah, a priori, c'est peut-être le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement», qui était en tout cas le facteur numéro un pour moi quand j'avais 25 ans. Ok. Hem et Et c'est la raison pour laquelle M&A, parce que ouais, tu M&A, fusionnes les tu 2. te fais fouetter, mais tu gagnes le Ou plus possible en ouais. sortant d'école, quoi. En fait, mon premier stage en école de commerce, c'était en fonds d'investissement. Ok. Donc là, ça cumulait parfaitement pour moi la finance, et l'entrepreneuriat. C'était un fonds de VC qui s'appelait Time. Mais est-ce que tu es rentré dans le fond en me disant c'est de la finance et tu as découvert l'entrepreneuriat ou c'était déjà voulu Non, avec tes jeunes je me pousses? rappelle très bien, j'étais trop fier de ma lettre de motivation. Je conjugue entrepreneuriat et finance, et une personne qui s'appelle Griffin, que je remercie, encore, m'a fait confiance, et on a fait ça pendant 6 mois et c'était trop bien, même si j'ai très vite compris que le VC n'était pas pour moi. Hem Pourquoi c'était pas pour toi? Parce que, bah, c'est un métier, sur le papier qui attire beaucoup d'ailleurs, mais que je trouvais, et ça c'est très perso, très attentiste. Ok. En fait, tu vois, tu investis dans des boîtes, tu peux à la marge aider, l'entrepreneur, l'équipe, mais très vite tu te rends compte que le business il se fait dans les boîtes. Donc j'aimais pas trop le prisme qu'on avait de mettre un ticket et ensuite d'attendre. Et ensuite dans les rendez-vous avec les entrepreneurs, en fait, on avait des entrepreneurs en face de nous qui, en fait, étaient là malgré tout pour l'argent. Et donc on avait nos casquettes de financiers. Et on avait l'impression, en tout cas c'était ma sensation à l'époque, que l'entrepreneur ouvrait pas vraiment le capot de sa société. Mhm. Et je me suis dit: «OK, c'est peut-être en conseil, en fait, en M&A, où l'entrepreneur a tout intérêt à avoir un discours le plus vrai possible et on peut vraiment être au contact des Je trouve qu'il y entrepreneurs». avait un biais, mais est-ce que toi tu te sentais légitime à les juger ou les accompagner? Ouais, bah, légitime, non, tu vois? En plus, j'étais en stage à l'époque. Alors que t'es le premier screening, j'imagine, c'est toi qui recevais les premiers. Ouais, exactement, tu Mhm. as raison. Alors, mais après, c'est pareil aussi aujourd'hui en fond, mais les gros deals sont pas screenés par les journalistes. En Ouais. tout cas, c'est plus rare. Passe par des grosses Ouais, intros et tout. ouais, exactement. Donc nous, on avait un peu le deal flow du quotidien. Mais ouais, tu as raison, ça passait en partie par moi, même si on bossait bien, on avait des réunions de deal flow où chaque deal était quand même, validé ou non, par toute l'équipe. Et du coup, non, mais c'est même pas une question de légitimité, c'est que tu te rendais compte, enfin, j'avais l'impression, mais encore une fois, c'est perso parce que j'ai bien conscience que les gens peuvent apprécier le métier aujourd'hui, mais que, ouais, j'avais pas la sensation d'accompagner les boîtes comme je voulais le faire, et que j'avais pas accès à tout le jus de cerveau de l'entrepreneur. Donc ouais, j'ai passé mon tour sur le côté fonds d'investissement. Pourquoi M&A dans ce cas-là? Et M&A, c'est ça, tu vois? J'avais l'impression que c'était vraiment, le meilleur endroit pour avoir accès Pour un peu plus vivre ces ouais, soirées. et après effectivement, bah, je vous disais, tu vois, tu as une question d'argent quand même quand tu as un année. Tu as une reconnaissance sociale où tu as l'impression que les gens te disent que tu fais le meilleur métier du monde, jusqu'au moment où tu ouvres la porte du M&A, tu vois? Et donc voilà, et mon frère faisait ça. En vrai, c'était quand même un gros choix quand tu as ton grand frère, tu as C'est 30. tellement important, je trouve, Ouais, l'influence des grands frères et grandes ouais, sœurs. mais moi je suis le dernier. Toi, tu pas le dernier, toi? Tu au Non, je suis deuxième, enfin j'ai une Ouais. grande sœur, mais bah, toi t'es le dernier, t'as 2 sœurs avant. J'ai 2 sœurs, un Et frère. on l'a pas dit, mais tu une Mmh. de tes sœurs qui a monté une boîte aussi. Ouais, j'ai 2 sœurs. Les 2 elles ont Ouais, monté? ouais, les 2, ouais. OK, L'instant pub, si tu veux. vas-y, bah, Hem, dédicace. Alors Honorine, elle a monté quoi? Honorine, Honorine, elle a monté une boîte qui s'appelle Les Pailles. C'est un business de paille et c'est un business traditionnel, comme je les adore, mais qui fonctionne bien. Et elle a monté ça avec, son mec, il y a 5 ans, 6 ans? C'est son Ouais. Et mon autre sœur, l'aînée, Louise, elle a monté une boîte qui s'appelle Orso. Ça, c'est des, cadeaux de naissance. Si vous avez autour de vous des parents qui vont avoir des enfants, n'hésitez pas à aller sur Orso, à cliquer, il y a des trucs magnifiques pour, ORSO? comment? ORSO? Ouais, ORSO, ORSO, OK. ouais, ORSO, exactement. Et il y a un petit magasin en Batignolles. OK, trop cool. Mais Louise, grande dédicace. Putain, ça fait des années qu'on s'est pas vus. Ouais, Tu crois elle qu'ils est se cool. souviennent de moi quand même, Charles aussi? Bah, tu verras bien au mariage. Ah bah c'est vrai. Ah, il a spoilé! Bon voilà, je vais témoigner de son mariage Incroyable. cet été et j'ai hâte. Putain, mais j'allais te demander à la fin, alors 2025, il se passe quoi? Mais bon, t'as spoilé. Dans la tête d'un témoin. Ouais, c'est ça. Bah, je raconterai, je vous ferai un beau vlog. Attends, revenons à nos moutons. Euh,
entrepreneuriat, donc quand tu es OK, tu es en VC, Ouais. est-ce que tu arrives à t'identifier aux entrepreneurs? Et j'ai l'impression que non. Est-ce que en fait, est-ce qu'il y a une graine qui est plantée sur l'entrepreneuriat? Je te dis que j'ai l'impression que non, parce Ouais. que tes choix vont s'aiguiller sur du M&A par la suite. T'as raison. Explique-moi. Ouais, t'as raison. Non, à ce moment-là, je dois avoir 24-25 ans. L'entrepreneuriat n'est pas particulièrement un rêve. En revanche, ce qui peut paraître cliché, c'est que la tech et l'innovation me plaisent. OK. Et C'est validé par la société dans ta tête à ce moment-là? Les startups, tout ça? ouais, c'est clairement là. Et c'est le meilleur moyen de voir plein de boîtes. Que tu sois d'ailleurs en VC ou en M&A, tu découvres 3, 4, 5, 10 boîtes par jour Mmh. sur des business models différents, des histoires différentes. Donc c'est un enseignement de dingue pour démarrer. Et c'est aussi plus la case M&A, je pense, qui t'apporte ce qu'on appelle des hard skills. Vraiment à mettre la main dans des BP, dans des decks, tu vois, tu produis Ça, il vraiment. n'a plus de secret pour toi. Aucun secret. Et versus, encore une fois, le VC que je trouve, encore une fois, très attentiste et parfois en surface dans l'analyse. Tu dirais que du M&A, c'est plus du hard skills ou technical skills qu'on dit, alors que le VC, c'est plus du soft skills et de l'humain? Ouais, Ouais. globalement, quand même. OK. En M&A, c'est quand Toi, même, t'aimes pas de c'est quand même l'humain, assez toi. ingrat, le M&A. Hein. Non, mais tu vois, le M&A, Bien sûr. franchement, c'est beaucoup de prod, pour la plupart parfois inutile, mais c'est une formation que je trouve qui reste malgré tout très bonne quand on est jeune étudiant. T'as fait combien de temps à M&A? J'ai fait, T'as commencé par un stage et ensuite t'as ouais, enchaîné. là, j'ai fait une première banque, une deuxième, j'ai fait 2019-2022, voilà, ma carrière en M&A. 3 ans? Non, mais quand même, Ouais. OK. En 3 ans, on va pas rentrer dans les tâches. Je suis sûr au début que tu t'es mangé des decks à faire, etc. Et je vais te poser 2 questions. Tes horaires, ton salaire. Ouais. En fait, j'ai eu 2 vies en M&A. J'ai la vie dans une première banque japonaise où c'était le M&A comme on l'imagine. À la japonaise? À la japonaise. Non, non, Plus mais vénère qu'en France. la banque d'affaires, vraiment, c'était une très bonne formation, mais des horaires très durs, tu vois. Je sais plus, bah, tu arrives le matin à 9h et puis tu repars entre 23h, 2-3h, tu vois. C'est un peu sans limite. Entre 23 et 2-3 heures du mat. Ouais, la fourchette, tu Ouais. vois, où tu quittes le bureau. Mais malgré tout, il y a une super ambiance parce qu'en fait, tu mets 30 jeunes dans des bureaux à Paris qui bossent. Donc, malgré tout, tu vis assez bien. Donc là, j'avais un salaire de stagiaire donc, qui était assez conforme à des stages, tu vois, classiques. Mmh. Et ensuite, au bout de 6 mois, j'ai quand même compris que c'était pas pour moi. J'avais quand même du mal à trouver mon bonheur, tu vois, passer 2 heures du mat. Et qu'en fait, ça peut être sympa socialement le samedi et le dimanche si t'es pas au bureau. J'avais du mal à m'y retrouver. Et T'étais en couple à ce moment-là ou pas? j'étais en couple. Ouais, j'étais en couple. Déjà? J'étais en couple. OK. Ouais, j'étais en couple avec Virginie. OK, ouais, mais donc du coup, en termes de vie sociale, c'était compliqué, tu dis? Ouais, t'as pas de vie sociale et quand tu l'as, t'es crevé en plus. Parce que Mmh. tu vois, tu débarques en soirée le vendredi à 23h, t'as bossé 70 heures, jusque-là, t'as du mal à avoir une conversation cohérente. Et le samedi et dimanche, en plus, moi, à l'époque, j'avais des réflexes. Je me levais le samedi et il fallait que je dépense. Tu vois, t'as un truc où en Ouais, fait, tu passes sympa. toute ta semaine à récupérer de l'oseille. Et du coup, je C'était ton dépensais, moment de mais bonheur, ça. dans n'importe quoi. D'ailleurs, c'était un peu la finalité du M&A, mais quand j'ai dit n'importe quoi, c'était tu vois, la dernière doudoune, l'iPhone. En fait, j'avais tout ce que j'avais voulu avoir au collège, lycée. Là, j'ai tout envoyé. Ça a duré combien de temps, ce truc de «je veux me faire plaisir Je matériellement»? pense quasiment tout le M&A. Et c'est ça qui a un peu donné lieu à la fin. Tu vois, ça a duré 2 ans. 2 ans où du coup, tu te retrouves le samedi, je sais pas, Bougrenelle, enfin, les centres commerciaux à dépenser. Putain, mon enfer. Et après, tu repars travailler lundi. En tout cas, moi, c'était ma manière de le vivre. Voilà. Et du coup, donc, après, donc ça, je suis passé à la première banque japonaise. Ensuite, je suis allé dans une autre banque, plus ce qu'on appelle small cap. Donc, c'est ça qui m'a un peu mis le pied dans l'entrepreneuriat. C'est quand j'accompagne les entrepreneurs sur des, entre guillemets, petites boîtes dans le M&A. Donc, des valorisations entre 0 à 50 millions d'euros. Donc, des entrepreneurs qui ont encore des équipes à taille humaine. Mmh. Et donc, c'est au bout de cette période-là où je me suis dit, OK, en fait, je passe mon temps à voir des entrepreneurs qui sont pas entre guillemets, des superstars de l'entrepreneuriat. C'est des gens qui ont des
TPE, PME, qui sont, un, très heureux, deux, qui ont des projets super intéressants, et trois, à un moment, qui cash out quand même des sommes intéressantes. Et j'étais au contact d'eux, versus sur des banques d'affaires plus grosses, où tu as des strates, tu as des équipes, tu vois, c'est un système pyramidal où tu vas avoir 3, 4, 5 personnes au-dessus de toi avant d'avoir accès aux clients. Moi, j'ai vu des gens dans la première banque, ils avaient 30, 35 ans, ils étaient comme ça à l'idée de faire une visio avec un client, parce que tu as une exposition qui est hyper faible. Ça m'a effrayé. Dans la deuxième banque, je l'avais beaucoup moins, où là, j'étais quand même très souvent en relation avec le client. Et du coup, j'étais au contact des entrepreneurs. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, en fait, C'est des gens comme tout c'est le des gens monde. comme tout le monde. T'as su t'identifier en gros, tu dirais? Ouais, c'est un peu Au ça. début, Tu vois, c'est le syndrome d'imposteur, j'imagine. Tu te dis, putain, c'est Ouais, 40 millions, le gars va vendre sa boîte ou quoi. ouais, en fait, tu te rends compte que ça peut aller vite. Ça va pas vite. Enfin, c'est pas automatique, mais en tout cas, la chance au loto est plus grande. Ok. Et l'autre facteur, c'était que les fondateurs de ma deuxième banque, Financière Monceau, quand ils ont monté cette banque, ils avaient entre 26 et 30 ans. Ah, ok. Donc tu te dis, OK, en fait, ils ont démissionné pour monter leur banque. Donc pourquoi pas, ouais. Ok, c'est pas les raisons, mais c'est des choses qui Ouais. ont. Ok, tu m'as pas balancé, enfin, qui ont fait que derrière l'entrepreneuriat a planté sa graine. Salaire. En Salaire. stage, t'es à combien? En stage, en M&A, ça remonte, je crois que j'étais à 1008. Ok, donc pas si ouf. Enfin, c'est déjà très bien, mais tu peux le Ouais. toucher. Avant l'inflation, c'était en 2019, tu vois, donc c'est L'inflation, 2017 aujourd'hui. 2008, quand t'as fait une grande école de co, Non, dès que tu vas en c'est un finance. bon salaire en Ouais. stage, mais... Et en CDI. Et en CDI, bah, écoute, tu as des augmentations un peu tous les ans. Du coup, j'y resté 3 ans. J'ai dû commencer autour... En fait, en M&A, tu as deux briques, hein. Tu as la partie fixe et après, tu as la partie bonus qui te permet... Généralement, le bonus en M&A, on le compte en pourcentage, tu vois. Donc, tu peux aller jusqu'à parfois 100%. En gros, tu peux doubler ton fixe. Et donc, je gagnais pas mal, hein. J'ai commencé à 50 en fixe. J'ai fini à 80. Ok. Et ça, chaque année, tu peux le doubler en décembre. C'est quoi ta plus grosse année? Ma plus grosse année, bah, c'est quand je suis parti. Tu vois, j'étais parti pour faire 70 plus 70 à 25 ans, 26 ans. Donc, tu as fait 140 la dernière année? Ouais, Et ouais. la toute première année, quand tu fais juste 50, en fait, tu termines à 70, je dirais. Ouais, moi, je suis arrivé au mois de septembre, j'avais pris 50, et je sais plus, je crois qu'il m'avait filé peut-être 15 ou 20, tu vois. 15 ou 20 pour juste 4 mois de travail Ouais, de septembre. ouais. On rentre dans la vraie question. Non, mais tu sais, Non, comment tu... Vas-y, attends, excuse-moi. Non, mais quand je suis parti, quand j'ai démissionné en mars-avril 2022, factuellement, j'avais aucune raison de démissionner. Tu dis non, NON, là, à... allez, 60... Bon, je sais que c'est un gros montant à la fin de l'année, plus 70 ou 80 étalés sur 12 mois. Ouais. Mais c'est l'équivalent d'un peut-être 7 000 euros par mois. Non, mais voire plus, mais- c'est Et... enfin, énorme, et le mot est trop faible. Encore plus quand tu viens d'une famille relativement modeste comme la mienne, tu vois. Alors, on va dire modeste, moi je mets des points. On a quand même grandi à 2 pas de la Tour Eiffel, entouré de personnes qui viennent autant de HLM que d'écoles militaires ou que de personnes qui achetaient des appartes à côté, qui faisaient des rallyes. Donc, plutôt aisé. Moi, je trouve quand même, sache-le, on fait quand même partie des potentiellement 5% plus riches en France. Hein. On ne représente pas, je trouve, la France globale. Ouais, écoute, Après, je Paris, sais c'est pas trop. particulier, même. Je sais pas trop, tu vois, sans refaire la bio familiale, moi j'ai quand même 2 parents qui sont issus de milieu agricole en Normandie, donc tu vois, ma mère me disait encore hier que quand elle a grandi dans une maison où les toilettes n'étaient pas dans la maison, tu vois. T'imagines Ouais, il y a des décalages. Il y a des décalages, ouais, elle est arrivée à Paris à 17 ans toute seule. T'as gagné ce que tes parents n'ont jamais gagné, déjà. Oui, À 25 ans. ouais, c'est ça, ce qu'ils n'ont jamais gagné, et tu gagnes, enfin, je sais pas, j'ai pas accès à leur fiche de paye, mais tu gagnes potentiellement 4-5 fois plus qu'eux en 12 mois, donc ouais, ça tu vois, rien que le fait de le dire, Est-ce ça que fait bizarre. j'aimerais savoir, en plus, ta mère, elle s'est beaucoup occupée de nous. Donc, il y a aussi ça où je trouve qu'il y a une fonction utile dans la société. Une fois que tu rentres et que tu vois qu'un gosse de 25 ans, et là, je fais exprès de dire ça, mais que tu files 8K par mois à un gosse de 25 ans, Ouais. qu'est-ce que ça trigger en toi? Est-ce que tu te dis, putain, bon, il y a des codes, et moi, il faut que je rentre dans les codes, j'avais bien calculé, il faut que j'aille là où il y a de l'argent, ou est-ce que tu te dis à ce moment-là, attends, si je peux faire tant d'argent en étant en CDI là, et que je vois autant d'entrepreneurs au quotidien, est-ce qu'il y a eu un rapprochement en te disant, ok, je peux avoir plus d'utilité potentiellement dans mon job, au quotidien, Ouais. et je peux quand même faire des thunes. Est-ce que tu as pété un plafond de verre
versus te dire putain, je perds 8K par mois. Ouais, en fait, j'ai pas démissionné pour l'argent. C'est un peu cliché de le dire, mais c'est à 10 000 % vrai. En fait, je suis juste arrivé au bout où je me suis dit, ok, je gagne beaucoup d'argent, mais en fait, potentiellement trop, en fait, parce que j'ai pas besoin d'autant d'argent. J'avais dépensé là où je voulais le dépenser. C'est-à-dire quand t'as 25 ans, t'es parti dans les voyages, je te dis les doudounes, Mmh. les iPhones, etc. Et juste à un moment, tu te réveilles factuellement le samedi matin, t'es pas heureux. Ouais. T'es pas L'argent heureux. ne fait pas le Et je te dis samedi matin, mais en fait, c'est tous les jours. Tu te lèves au Mmh. boulot, t'as pas envie d'y aller, tu rentres chez toi, t'as passé 10 heures sur Excel et t'es pas content, et tu te dis. Enfin, en fait, et je crois que je suis très content d'avoir gagné à 25 ans. C'était ma chance, c'est mon luxe d'avoir gagné à 25 ans un salaire d'une personne de 50, 60 ans qui a bossé 30 Toute sa ans dans vie, le même bien sûr. groupe et qui veut avancer. Et j'ai eu accès à ça très tôt, où j'ai eu assez pour me dire, ok, en fait, c'est absolument pas suffisant, pas en termes d'argent, mais en termes de richesse au quotidien. Mais tu étais prêt à renoncer à cette Mais à cette complètement. richesse financière? Ouais, complètement. Parce que j'étais persuadé, et je suis encore à 25, 26, 27 ans, j'avais pas besoin à Paris de plus de, tu vois, 2, 3, 4 000 euros par mois, ce qui est déjà énorme, et ce qui est déjà, comme tu le disais, dans les premiers pourcentages en termes de population, pour vivre et être heureux et avoir du temps pour mes proches ou faire Mmh. autre chose, d'autres activités, tu vois, juste s'enrichir, s'épanouir. Et ma vie, à ce moment-là, valait pas 7 000 euros par mois, quoi. Et il y a un truc dans la prise de décision qui a été hyper importante, j'en suis sûr et certain, c'est le fait que tu t'es pas lancé seul, tu t'es lancé avec un pote. Ouais, Raconte ça. ouais. Tu l'aurais fait sans Augustin? Écoute, je sais pas, en tout cas, j'aurais pas fait ça. OK. Euh, Moi, je dis souvent, hein, je suis parti avec un pote, au Canada. ouais. Jamais de ma vie, j'y serais allé à 18 ans si mon Mmh. pote, il voulait pas y aller. Genre, Ouais. tu vois, c'était Mais je le voyais très bien. je te rejoins, et parfois je réfléchis et je crois que j'ai jamais rien fait tout seul, tu vois? C'est OK. vrai que je sais pas faire ça. Donc ouais, avec Augustin, on est des potes, d'abord de la fac, et ensuite on était à l'EM Lyon ensemble, Mmh. en coloc. On a commencé comme ça, comme boulot étudiant, à doucement accompagner des entrepreneurs à lever des fonds, au début sur des decks, des business plans. Donc on a toujours eu entre nous une relation entre guillemets «de boulot», mais même malgré qu'on soit coloc, on avait l'association, Jeunes Pousses à Assas, ensuite on avait nos boulots de freelance. Donc il y a eu toujours ce pont de travail entre nous deux, donc on s'est vraiment construit comme ça, on a construit notre amitié comme ça. Ouais, puis lui, il était chez Bold, Ouais, avocat, donc il est un avocat pour les entrepreneurs ou les startups, ouais, donc il a commencé par faire du VC d'ailleurs comme moi, tu vois? On avait fait un mais stage je suis ensemble. bête, tu sais qu'on s mais non, je suis con. À l'époque, il y avait pas du tout de braquage, Non, mais tu m'avais intro à Augustin ouais, parce que moi, je voulais rentrer en VC, tu te souviens? ça me Tu sais, dans rappelle les un études, truc. tu avais au moins Ouais, 1 an d'avance sur moi qui ouais, avait j'ai essayé toujours eu d'aller beaucoup trop vite. d'avance. Tu veux parler des Warhammer, tu veux parler de FIFA, attention! Mais non, non, je me souviens très bien, en tout cas, Augustin, il était chez Isaïe. Isaïe, ouais, Ouais, exact. Isaïe en stage, et ensuite, donc lui, il faisait du droit à Assas, et du coup, il a été, diplômé de l'EM Lyon. Il a eu le barreau de Paris, et donc du coup, il est devenu avocat, comme tu le dis, chez Bold, qui est un cabinet, peut-être le cabinet, du juridique, quand on est une boîte tech à Paris, en France. Donc il a fait ça pendant moi, Le je faisais du podcast n'est M&A. pas sponsorisé par Bold. Non, Pas encore. pas encore, ouais. On peut les contacter si tu veux. Ouais, je sais que j'habite juste à côté de chez eux en Suisse. Ils sont très beaux leurs locaux, ouais. Ouais, à Strasbourg-Saint-Denis, Ouais, là. ouais, Ouais. c'est cool. Là où on déj à chaque fois, d'ailleurs. Ouais. Bon, vas-y, continue, Ouais. excuse-moi. Non, qu'est-ce que je te disais? Non, mais du coup, voilà, on a eu nos expériences à la fois similaires, tous les deux en VC, à la fois complémentaires, lui côté avocat, moi côté banque d'affaires. Qui Et drop l'idée? Qui dit, en fait, ça s'est mec, fait très naturellement parce qu'en parallèle de ces jobs qui nous prenaient déjà pas mal de temps, on s'est amusé à faire des jobs de freelance avec nos entrepreneurs. Donc, comme on avait encore un peu de temps le dimanche soir ou le mardi soir après 22h, on pas se de disait, scandale. OK, on va faire des decks et des BP. Euh, Attends, on peut parler juste financièrement 30 secondes? ouais. Parce qu'en fait, tu racontes ça, mais tu gagnais tes 140K et à côté, tu faisais un taf de Ouais, c'est vrai freelance. qu'en le disant, là, il était un grain. Ah ouais, Ouais. l'année, elle était à 200 ou plus? En vrai, si on prend du Non, mais recul. en plus, on priceait relativement haut parce qu'on ne voulait pas prendre des missions au rabais parce que notre Mmh. temps nous coûtait cher. Du coup, on mettait des prix, on disait, OK, si ça passe, tant mieux, ça passe pas, c'est pas grave. Et du coup, comme ça nous permettait d'avoir des missions qui étaient pas mal rémunératrices, ouais. Mais ton salaire, toi, Ouais, tu l'as jamais réellement calculé, non, j'ai mais jamais. Non, parce qu'en t'as plus, un quand t'es gros en coussin en plus, freelance. quoi. Ouais, c'est un gros coussin en plus, ouais. OK. Et non, mais ouais, je l'ai pas calculé, mais oui, c'était à peu près ça. Mais c'est tellement intéressant parce que ce que tu te rends pas compte, c'est que tu es en train de dire ça, qu'en parallèle, tu es en train de faire du M&A, que tu fais plus ou moins le job de M&A, mais en fait en freelance. Ouais. Qu'en fait, tu te rends compte qu'en freelance, tu peux toucher
assez haut. C'est un peu ça. Bah, tu vois, c'était ça la base Donc de nos discussions. financièrement, tu t'es dit, quand je me lance, Ouais. je peux retrouver un... En tout cas, si c'est pas 8000, c'est que je pourrais gagner 5, quoi. C'est-à-dire que je peux être quand même dans la partie haute de la société qui gagne Ouais. en France. Ouais, en fait, on a été un peu plus basique que ça dans notre réflexion. On s'est dit, OK, une mission, à l'époque, on facturait, je me rappelle, autour de 7 000 € la mission. À Ouais. l'époque, on faisait juste de la production de deck et de business plan. En moyenne, on facturait ça à 7 000 €. On s'est dit, OK, si on arrive à en faire 2, 3 par mois, bah, a priori, on peut vivre bien. Vous en faisiez Ce qui un était par mois très déjà naïf. à Hein. l'époque? À l'époque, on en faisait ouais, un par mois, tous les 2 mois, je crois. 5-10 000 balles. Sachant qu'en plus, les gens venaient nous voir, on faisait pas beaucoup de marketing, de com, enfin, vous en faites pas d'ailleurs. Ouais. Et du coup, on était chez Augustin, on s'est posé, on s'est dit, OK, bah, en fait, on n'a qu'à démissionner, on se met à plein temps, on trouvera bien 2 ou 3 clients par mois pour faire leur levée de fonds, enfin pour faire leur deck. Et donc, on a démissionné comme ça, hyper naïvement. Et après, je dis naïvement, mais la réalité, c'est qu'on a passé 15 ans de notre vie à à se créer des filets de sécurité. Tu vois, Bien c'est un peu évidemment. tout ce qu'on se disait. Tu l'as commencé comme ça, en disant que tous tes choix ont été faits pour maximiser, Ouais. minimiser le risque ou maximiser les chances. Ouais, exactement. Tu vois, donc quand tu as du M&A, lui il est avocat, le M derrière toi, la réalité c'est qu'on pouvait démissionner et 6 mois après, worst case scénario, je vais chez KPMG à la Défense, je deviens auditeur, j'avais un job, tu vois. Quand même. Donc, Le rêve. non mais du coup, voilà, c'était notre manière de pas trop flipper. Ouais. Et donc on décide de ça en novembre 21 et on démissionne mars-avril 22 et voilà, on crée Braquage à ce moment-là. Et petit à petit, nous vient quand même une philosophie un peu plus grande, une vision un peu plus grande du métier ou de ce qu'on voulait faire. Tu m'as juste dit juste avant, on se dit entre 2 et 3 deals par mois, on peut en vivre. Ouais, Et après, tu as dit naïvement. Pourquoi? parce que c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Ça fait 2 ans, là, Braquage? Braquage, on va faire nos 3 ans là, tu vois. 3 ans Ouais. déjà? Enfin, là, janvier, on tourne ça, donc on fête nos 3 ans en avril. Vous vous rémunérez, vous embauchez Ouais, des gens. ouais, on est 4, on va C'est être pas 5 ça là. le plus gros pari au final? Sans que toi, tu l'aies intellectualisé, mais c'est le plus gros pari d'un entrepreneur, c'est de créer une activité qui soit rentable et de pouvoir. En plus, moi, j'ai pas cette prétention, mais vous avez une responsabilité vis-à-vis de personnes qui commencent leur carrière chez vous. Ouais, C'est exactement. Au début, on le voulait pas d'ailleurs. Au début, on s'était dit, on reste tous les deux. Parce que moi, c'est ce que j'avais remarqué aussi en banque d'affaires. En banque d'affaires, c'est un business de coût fixe, c'est pas un SaaS. Donc, chaque personne que tu accompagnes pour une session ou pour une levée de fonds, après oui, tu peux peut-être l'accompagner quelques années après, mais en tout cas, elle disparaît de ton compte de résultat à la fin de la prestation. Et donc, moi, je voyais bien mes boss. Chaque 1er janvier était un début de nouvelle année où les salaires de tout le monde avaient augmenté, on avait potentiellement déménagé, et donc du coup, tu as une augmentation des coûts fixes, en plus tu as recruté, et donc tu repars chaque année avec ton bâton de pèlerin pour faire un peu plus que l'année précédente, sans pouvoir capitaliser sur d'anciens clients, ou en tout cas assez peu, tu peux capitaliser sur une d'un marque. côté de repartir à zéro tout en ayant des plus gros objectifs. Ouais, exactement. Et donc c'est une boucle sans fin où j'avais du mal à voir dans les yeux de mes anciens patrons un vrai bonheur business là-dessus. Donc on s'est dit, OK, nous on fait ça de manière plus minimaliste, on recrute personne, on reste tous les deux et ça nous ira très bien. On avait commencé comme ça. Là aussi, on a été naïf parce que en fait, si tu veux bosser correctement, il te faut une équipe, tu peux pas tout faire tout seul. Au-delà de tout ça, moi je me suis rendu compte, et je sais que c'est partagé par Augustin, que le succès de l'entrepreneuriat, en tout cas pour nous, passe par la montée en puissance et l'épanouissement de salariés. Mais quel bonheur de voir, tu vois, quel bonheur de voir des gens dans l'équipe qui grandissent avec nous. Peut-être qu'un jour ils partiront, mais qu'on voit grandir, qui s'améliorent, et le bénéfice humain dans le projet, il est trop bien. Tu te souviens, je t'avais raconté, bon, que les gens comprennent, je squatte dans vos bureaux assez souvent. Ça va, pas tant que ça, mais je squatte. Et j'étais assez quelque. Ah tiens, tu m'avais vu, moi, une fois au téléphone en train d'essayer de convaincre un talent. Tu te souviens pas? Non, je ne rappelle pas. C'est Yael Naïm. Ouais. Après, j'ai raccroché, je me dit, putain, mais mec, t'es un sketch. Ah Genre, bon vraiment, mais ouais, et Mhm. moi, parce que j'étais à fond dans mon truc, j'étais en train de dire, mais ça va être trop stylé, nanana. Bon, Ouais. ça s'est pas encore fait. Et justement, je sais pas si c'était le même moment, mais je me souviens t'avoir dit, putain, mais qu'est-ce que ça vous fait d'entendre vos stagios, vos premiers CDI, Ouais.
pitcher braquage. Vous présentez-vous, Ouais. alors que bon, le client ne le voit pas en face, mais en fait, vous êtes juste de l'autre côté de l'ordi. Ouais. Il n'y a pas un côté où, tu sais, par moment, tu déconnectes 30 secondes et tu es en mode putain, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Genre, j'ai créé un projet qui est sorti de sous terre il y a 2 ans, et aujourd'hui, c'est des gens qui potentiellement le vendent mieux que moi au bout d'un moment, et me vendent moi, ma légitimité. Carrément. En fait, C'est. nous, on est hyper convaincus que le succès du projet passe par l'implication de tout le monde et on fait notre max pour. Tu vois, il y a évidemment des BSPCE pour toute personne qui bosse chez nous. On essaie vraiment de les impliquer au maximum dans le quotidien et dans l'histoire braquage, dans la mesure de ce qu'ils veulent, évidemment. Euh, et, mais du coup, quelle fierté et t'as raison, franchement, parfois je déconnecte et je me dis, enfin, juste tu prends 2 secondes, tu dis, ok, il y a des personnes qui se lèvent le matin pour bosser pour un projet qui a été lancé par Augustin et moi. Et c'est une immense fierté. Et pourtant, tu parlais des. Tu sais, on opposait un peu les hard skills et soft skills. Bon, ce que tu dis, c'est de l'émotion, mais ça relève que de l'humain, d'un épanouissement. On parle même pas d'argent, on parle juste de personnes qui montent en compétences, qui prennent confiance. C'est quoi, l'entrepreneuriat a développé une sensibilité en toi ou un intérêt plus pour les soft skills, tu dirais? Ouais, écoute, je sais pas. Effectivement, ça m'est un peu tombé dessus le côté humain. Euh, parce que finalement, après, tu retiens que ça, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, où le fait de créer des projets tout seul, je crois pas que ça me tente. Et pouvoir le partager, ouais, c'est une des plus grandes valeurs. Et tu te rends très vite compte que de toute façon, l'entrepreneur n'a pas vraiment de fin. Ou en tout cas, je pense que c'est un piège de se dire ça ira bien dans 5-10 ans quand j'aurai revendu, là j'aurai réussi. On essaye toujours d'avoir ce truc malgré tout un peu simpliste, mais je pense très vrai, de prendre la température chaque matin et de dire ok, est-ce que tu as passé une bonne journée? Et la Vous avez bonne... quand même des objectifs chiffrés. Ouais, bien sûr. Non, mais Ok. bien sûr, on a des business plans chaque année qu'on tient, qu'on respecte. Mais Essaye. ouais, non, franchement, on est content. On essaie de se mesurer là-dessus. Tu peux Euh, balancer des chiffres ou pas? Bah écoute, je peux te parler de nombre de levées de fonds. Ouais. Nous, on a fait 12 levées de fonds en 2022, 12 levées de fonds en 2023. Là, on a un tout petit peu accéléré en 2024 parce que du coup, on a pris nos premiers CDI, donc ça nous demandait d'accélérer un petit peu, mais on essaie toujours d'être assez minimaliste dans notre développement. Et après, ouais, tu vois, Combien en 2023 en 2024? 15, une quinzaine, ouais, on Ok. va finaliser des deals qu'on va. Donc là, c'est au moins 20 en 2025. Bah, c'est le piège dans lequel on veut pas tomber, tu vois, de réaccélérer. Donc on essaye. En fait, tu as 2 manières d'avancer. Soit tu fais plus de deals, soit tu fais des levées de Gros fonds, deal. des deals plus gros. Mais nous, notre ADN, c'est d'accompagner les premières levées de fonds. C'est ce qu'on aime faire. Donc c'est du volume, pas du. Donc tu essayes d'avoir un équilibre où tu essayes d'avoir quelques, entre guillemets, belles levées de fonds. Belles levées de fonds dans le sens de l'écosystème, c'est-à-dire des gros montants. Et on essaie d'avoir des plus petites levées de fonds qui sont toutes aussi belles, mais sur des montants plus petits. Mais c'est parfois là où on prend le plus de plaisir. Parfois plus cool. C'est plus cool pour nous d'accompagner un entrepreneur qui fait sa première ou deuxième levée de fonds, à qui on a plein de choses à apprendre, versus l'entrepreneur qui fait sa 15e, qui est rodé à l'exercice, et du coup qui a tous les réflexes. Et là, on se sent plus vraiment intermédiaire. Donc c'est parfois un peu plus intéressant intellectuellement, mais sur le côté humain, c'est cool d'avoir des entrepreneurs qui font leur première levée de fonds. Je voulais te parler d'un truc, je vais parler de la mise en action, et après on va reparler d'argent. Et juste avant ça, je voulais comprendre, et je pense que c'est intéressant aussi de voir avec Augustin. Ouais, évidemment, je connais un peu Augustin, mais surtout, je sais pas si tu te souviens de notre dernière conversation au Ouais. resto. On a pas mal parlé de comment vous êtes On a pas mal parlé, donc. complémentaires, mais aussi très différents. Ah oui, ok, je Bon, on vois va ce que tu pas veux dire. dévoiler tous les secrets non plus, parce qu'on a dit des choses perso. Non. Moi, je voudrais comprendre une chose. Est-ce qu'il y a l'un de vous deux qui se met en action, et je reprends le mot naïf, est-ce que la naïveté n'est pas le moteur de l'entrepreneuriat? Et justement, c'est le fait de ne pas savoir à quel point c'est dur, de ne pas savoir que c'est pas que juste avec 3 deals que tu vas vivre par mois, Ouais. et qu'au final, c'est en faisant que du coup, tu te confrontes à un petit problème ou te dire, ok, finalement, il faut que je fasse plus. Mais vu que tu as fait et que tu as déjà réussi à avoir une première victoire, Ouais. c'est plus un problème, mais un challenge. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais, c'est un peu. Bah, tu l'as pas mal dit dans tes précédents podcasts et je suis. Ah, tu m'écoutes. Ouais, pas tout le temps, mais un petit peu. Et Ah, il a vraiment la pas si conf. simple d'écouter son pote, hein. Pas si simple d'écouter son pote. Mais non, en fait, je pense que. Tu vois, je trouve que c'est cool de dire. Je pense que c'est important de bosser un maximum sans se poser de questions jusqu'au moment où. En moins jusqu'au moment où tu comprends que t'es mauvais. Ok. Tu vois, il y a cette partie, je trouve, où effectivement, au début, t'es naïf, faut se lancer.
et tu as l'impression que le monde est à toi. Enfin, en tout cas, c'est des hauts et des bas un peu tout le temps. Ça, cette période-là, elle est indispensable. Et à un moment, tu bosses tellement, là, tu te rends compte toute la difficulté qu'est d'entreprendre, la difficulté d'arriver au niveau de tes concurrents ou de les dépasser. Plein de petites difficultés, non? Ouais, c'est plein de petites difficultés, mais je pense qu'il faut essayer de casser, tu vois, ce sas où tu as l'impression que tout est facile. Et justement, attends, vas-y, continue. Non, mais c'est un peu l'analogie tu sais, quand tu révises un examen. Mhm. Enfin, avant, parce qu'on est plus au lycée, du coup. Mais tu sais, quand tu révises, tu as l'impression que ça va être facile. Et tu te mets à bosser un tout petit peu et tu te rends compte que tu ne sais absolument rien. C'est un peu la courbe de la confiance qui est connue d'ailleurs pour ça. Et ben c'est à ce moment-là où tu as bien compris que tu savais rien, que tu vas pouvoir commencer petit à petit à remonter la pente et à arriver à un bon niveau pour ton examen. Je trouve que c'est assez similaire à l'entrepreneuriat. Au début, tu arrives comme une fleur, et à partir du moment où tu découvres que tu es mauvais, c'est bon, tu peux commencer à bosser. Bah, moi, je prends une analogie, c'est tu vois, je parle du principe que c'est la montagne. T'es en bas, tu vas accéder tout en haut. Ouais. Quand t'es en bas, la montagne, tu la vois énorme. Et moi, c'est l'impression que Parfois, tu la vois pas, la montagne, c'est ça le problème. C'est ça le problème de beaucoup d'entrepreneurs. bah, en fait, pour moi, le problème, c'est pas que enfin, pour moi, je sais Tu pas. vois, t'as le chemin avant d'arriver en bas de la montagne. Ben moi, c'est le chemin que tu ne vois pas. C'est ça, moi, que je suis en train de dire. En Ouais. fait, pour moi, le chemin, c'est la mise en action. La montagne, c'est l'objectif final. Et encore une fois, ça peut être faire vivre 3 employés ou vouloir te rémunérer, tu vois. Mais c'est pas genre être millionnaire, quoi. C'est Ouais. pas forcément ça. Et encore une fois, plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'en fait, le point, bah, viens, on va aller chercher la montagne d'après, etc. Moi, ce que je veux Ça, c'est le dire, risque. c'est il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas Hmm. parce qu'elles sont en bas de la montagne. Elles voient pas la porte d'entrée. Tu sais, c'est le chemin qui va faire comme ça, qui va te permettre d'y arriver petit à petit tout au sommet. Ouais. Et elles ont presque l'impression que bah, la montagne, elle est comme ça et qu'il faut tracer tout droit. Ouais. Comment tu fais? Et c'est là où je te demande avec Augustin, et je sais qu'il y en a peut-être l'un de vous deux qui est un peu plus, bah, tu vois, émotif, l'autre qui va être beaucoup plus en retrait. Je sais plus exactement, je veux pas te biaiser, mais Ouais. dans vos conversations, qui flague les problèmes et te dit voilà toute la strat et je vois tout ce qu'on doit faire et c'est beaucoup, et qui à l'inverse va dire attends mec, step by step, déjà on va commencer avec ça. Et en fait en faisant ça, on va commencer à voir la suite du chemin. Et Ouais. tu vois, et sans s'en rendre compte, on aura déjà avancé. Elle Ouais. était longue ma question. Mais... Non, non, en fait, évidemment, nous, on n'intellectualise pas beaucoup avec notre relation avec Augustin. Ok. Et c'est vrai que c'est assez magique parce qu'on est des potes. Et si tu lis 2-3 théories sur l'entrepreneuriat, on te dit de pas entreprendre avec des potes. Bon, comme beaucoup de choses dans ce milieu-là, il faut toujours apporter de la nuance, c'est pas une science exacte. Et pour nous, ça marche. Donc on avance comme ça. Imhotep. Ouais, exact. Hakuna Matata. Non, mais du coup, non, écoute, franchement, on est effectivement assez complémentaires. Je pense pas qu'on ait de rôle particulier. Je pense qu'on est tous les deux assez capables d'avoir cette vision, à la fois de mettre des freins. Donc, ouais, je pourrais pas te dire que l'un ou l'autre prend plus ce rôle-là que Ok. l'autre. C'est juste une contrebalance. Ouais, ouais. Ok. Et on Vous avez jamais été bloqué. non, et pourtant on est à 50-50, donc on aurait potentiellement toutes les raisons de l'être. Mais quand on est bloqué, soit on demande aux autres chez nous de trancher, soit il y en a toujours un qui a l'air un peu plus convaincu que l'autre par la voix, donc on va le suivre. Et au pire, on se trompe, et si on se trompe, on fait demi-tour et on prend l'autre chemin, tu vois. Donc, Tu parles de confiance juste et enfin, tu l'as mentionné, monter une boîte avec son pote, ouais. pareil, sa famille, sa femme, ou son mari. Moi, la chose, je veux te la poser, hein, que je ne comprends pas, c'est que quand tu crées une boîte, j'ai quand même le sentiment que c'est un gros projet de vie, plus gros que ton petit marathon, je pense. Ouais. Même si c'est Ouais. de la prépa et tout. Non, mais c'est vrai, c'est Clairement. un truc qui mixe et l'argent et la responsabilité humaine vis-à-vis de tout, bah, j'allais dire les employés, mais toutes les parties prenantes, en fait, tes fournisseurs, tes clients, etc. Merde, je suis en train de perdre ma question. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, la question de confiance. Est-ce que tu trouves pas que demain, si tu devais créer une boîte from scratch, je reprends ce truc de se dire, ouais, faut presque mettre de l'émotion de côté, mais à qui tu fais plus confiance qu'à tes potes ou ta famille? Est-ce que c'est pas les meilleures personnes pour monter une boîte? Enfin, tu vois, Ouais. Moi, j'aurais tendance à te dire oui, parce que c'est comme ça que je fais les choses. C'est que je fais beaucoup de choses avec des gens et très souvent avec ma famille ou mes amis, parce que j'aime bien cette relation de proximité et de confiance qu'on a très vite. Mais non, j'apporterai quand même pas mal de nuances à ce que tu dis, parce que nous, effectivement, avec Augustin, ça fonctionne bien. Alors déjà, c'est quand même différent d'entreprendre avec des potes versus quelqu'un avec qui on vit, je pense, parce Oui. qu'Augustin, je le vois pas le soir.
Euh, et au-delà de ça, le fait d'entreprendre avec quelqu'un d'extérieur, ça peut aussi t'apporter un discours beaucoup plus vrai. Tu vois, le fait qu'on bosse avec Augustin, c'est parfois pas si simple de se dire les choses. Parce que ton pote, t'as du mal à forcément lui dire des choses un peu négatives. On se force à le faire, on se force à faire des feedbacks. Quelqu'un qui est extérieur, tu pourrais te dire, ok, c'est beaucoup plus simple de lui faire des retours. Tu fais aussi moins all-in sur l'entrepreneuriat parce que la stade de boîte qui se plante à cause d'un conflit d'associés, elle est énorme. Je crois que c'est autour d'un sur deux, tu vois. Ouais, c'est énorme. Donc tu mises moins là-dessus. Euh, a priori, en termes de probabilité, tu as quand même plus de chances de trouver quelqu'un de complémentaire en dehors de ton cercle proche, qui est par définition restreint, que dans ton cercle proche. Donc ça fonctionne, mais ça peut fonctionner autrement. Donc c'est un hasard, mais il n'y a pas de grande règle là-dessus. Ouais, non, mais je pense que du coup, enfin, ouais, c'est pas un hasard pour nous, ça s'est fait naturellement. Mais en tout cas, c'est pas une règle parce que tu as des exemples et des contre-exemples partout, tu vois. C'est quoi les enjeux là 2025? Tu peux me parler juste sur braquage? Ouais, bah nous du coup on a 2 ans, 2 ans et demi à peu près d'activité où on a pu pas mal monter sur des deals. Il y a un temps qui s'achète pas, c'est le temps de la crédibilité et de l'image de marque. Hem, Encore plus dans un milieu aussi entre guillemets élitiste que le conseil en levée de fonds. Et nous on a un enjeu où on était entre guillemets pas mal sous les radars. On faisait très peu, enfin on faisait pas mal de communication, mais les entrepreneurs qui viennent nous voir, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et du coup, on a un vrai enjeu de se faire connaître un peu plus auprès de l'écosystème pour avoir accès à ces deals un peu plus série A, voire un petit peu de série B. Ok, donc tu regrettes pas de pas l'avoir fait avant parce que vous aviez déjà accès à un réseau en off Ouais. qui fait que vous pouviez faire vos 36 deals, enfin et quelques. Ouais, et puis on voulait un peu faire les choses différemment. Tu vois, il y a pas mal de banques d'affaires qui m'ont communiqué sur leurs deals. Et en fait, on se disait, bon, c'est pas très cool, quoi. C'est pas très cool de communiquer sur des deals. Ça se fait de moins en moins. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Et donc, on voulait faire les choses un peu différemment. Et finalement, on revient un peu sur certains points où on se dit, OK, c'est aussi primordial de communiquer sur notre crédibilité parce qu'on fait des deals. On a fait 12 deals par an, on n'en communique même pas sur un. Donc, on commence aussi à petite échelle, tu vois, ouais, à faire parler de nous, quoi. Est-ce que vous êtes confronté à un manque de légitimité de par votre jeune âge? Et souviens-toi, Augustin, il aime bien se poiter avec casquette et grosse beubare. Et tu me dis en général, les 3 premières minutes, J'adore quand il Augustin. commence à parler, Ouais. les Si vous gens, avez un jour les gens captent. j'adore être avec Augustin parce que c'est ça en fait. Augustin, il est toujours, enfin non, j'ai toujours avec une casquette, pas tout le temps, mais il a pas ce côté très banquier d'affaires d'apparence. Ben, j'allais dire, il y a beaucoup de codes dans ce milieu. Est-ce que j'ai l'impression que vous les avez quittés un peu? Ouais, écoute, en fait, tu vois, il y a le code de la banque d'affaires, Mm. code M&A si tu veux, où là c'est costume cravate, un secteur très tradi. Et en face de ça, tu as quand même les codes du VC, mine de rien, qui sont tout aussi Les secteur. entrepreneurs, C'est-à-dire avoir le t-shirt qu'il faut, les le- petites Véja. les Veja ou alors les baskets fluo, la casquette, tu vois. Et ça, mine de rien, c'est des codes. Tu vois, moi, j'avais bossé dans une grande start-up où il y avait un mec qui était venu passer un entretien de stage. Il est arrivé en costume cravate. Et ils ont dit no go. Et ils ont dit, et ouais, exactement. Ils disaient, mais t'as vu le stagiaire, il arrive en costume cravate. Alors que sache que la veille, moi je suis dans sa situation, j'appelle ma mère, j'appelle ma soeur. Ouais. Je dis, je fais comment l'entretien demain? Et ils me disent, mettre un costume. Non, mais tu vois, t'as ce truc où tu te dis, ok, mais en fait, nous, voilà, on est cool, tu viens quand tu t'habilles comme tu veux, mais en fait, non, tu t'habilles pas comme tu veux, faut que tu t'habilles cool. Sinon, t'es pas cool et c'est un red flag. Et donc, c'est tout aussi dommage. Donc, tu vois, t'as les codes Gamelec qu'on peut critiquer, les codes du VC, ils sont quand même assez présents. Et donc, nous, effectivement, c'était quand même notre postulat de base, c'était apporter de la modernité dans un secteur très tradit de la banque d'affaires. Moi, j'ai assisté à des réunions qui me paraissaient un peu lunaires, où tu as des banquiers d'affaires qui sont en costume, cravate, presque 3 pièces, en face d'un entrepreneur qui a casquette et t-shirt troué, tu vois. Donc tu te dis, oula, il y a peut-être un mismatch dans la réunion. Donc c'était aussi voilà, vraiment notre postulat de se dire comment apporter de la modernité là-dessus. Et donc effectivement, d'ailleurs, d'où notre nom un peu singulier braquage, c'était vraiment d'apporter de la fraîcheur et aussi pour parler aux entrepreneurs de nos générations. Des entrepreneurs qui savent faire beaucoup de choses par eux-mêmes, ont accès à beaucoup d'informations, et c'est pas forcément des entrepreneurs qui vont se dire waouh, j'ai peut-être avoir la chance de me faire accompagner par Rothschild. Malheureusement, j'ai l'impression que ça a un peu changé. Je parlais du produit, mais juste avant ça, on est d'accord que vous vivez de braquage aujourd'hui? Ouais, Coup de complètement. chômage, En tout fait, ça. non, mais on vit depuis le day one de braquage, puisque braquage, c'est un business model traditionnel pour le coup de conseil. Donc, tu factures, tu as du temps homme en face, assez peu d'invest.
Donc, depuis le premier jour, on est rentable et on gagne de l'argent. Trop cool. Il y a vocation à embaucher quelqu'un d'autre encore Là, en dans plus, l'ensemble ou pas ouais, forcément? on va être 5 au mois de mars, et on aimerait bien ouais, être 6 d'ici la fin de l'année. OK. Là, on recrute un stagiaire, mais on aimerait bien, ouais, enfin, on n'a pas vocation à vivre autour de stagiaires, donc Ou une stagiaire pour les filles, ouais, encore mieux. exactement, carrément, ouais. Bah, carrément, parce qu'on est qu'une équipe de mecs d'ailleurs. Donc, It's about time to change that. bah ouais, grand sujet. Tu sais, quand tu reçois 100, sur 100 CV, tu reçois, je regardais la dernière fois, moins de 10 CV Ah ouais, à ce de point? femmes, quoi. Ouais. OK. Bon, bah, écoutez, c'est en tout cas ma responsabilité de montrer beaucoup de femmes dans le podcast pour qu'il y ait beaucoup d'entrepreneuses, Ouais. pour que justement, on puisse avoir de plus en plus de levées de fonds. Bref, c'était pas mon sujet. Non, je voulais parler du produit. Souviens-toi à la toute base, quand on a parlé de braquage, Ouais. tu me parlais et je pense d'ailleurs que ça rejoint un petit peu l'idée de créer ton marketing ou ton branding. C'était aussi de pouvoir, tu vois, c'est drôle. Moi, je trouve et je t'emmerde, hein, mais Ouais. est-ce qu'il y a pas un paradoxe dans l'idée de t'appeler braquage, qu'en plus le cas, tu sais, j'avais pas capté et c'est mon petit cousin à Marrakech et tu sais, regarde, il me dit: «Bah, il manque un truc, il est cassé ton Ouais, ouais, logo» il me et manque une j'étais en pierre. mode: «Ah» et quelqu'un m'a dit: «Bah, ils ont braqué le cas». Ah, c'est pas mal, je Pas noterai. mal. Tu peux noter, Oui. dédicace. Et en fait, j'ai l'impression que donc du coup, d'ailleurs, je t'avais dit pas braquage, je m'as dit: «Mais si Yacine, on va se souvenir du nom et tout». Et après, j'ai l'impression que vous avez pas forcément beaucoup communiqué et à un moment, je sais que vous vouliez monter une sorte de produit, tu vois, un outil en main pour accompagner les gens pour qu'ils puissent déjà préparer leur doc pour lever des fonds. Ouais. Hem, il s'est passé quoi là-dessus? Est-ce que vous avez réussi à signer des clients sans avoir besoin de communiquer et donc vous avez mis ça en stand-by? Ouais. Est-ce que c'est toujours dans le pipe? Ouais. Bah, bon, sur le nom braquage, effectivement, braquage, l'idée c'est d'avoir un nom, très moderne. Alors, la jeunesse du nom, c'était initialement une simple blague. En fait, j'écoutais, il y a une musique de Vald, vous pouvez écouter si vous voulez, un moment, il met le mot braquage. Et donc du coup, j'ai eu l'idée comme ça en marchant, en allant au travail, en M&A. Je la propose à Augustin sur le ton de la blague, qui me dit: «On peut pas trouver meilleure idée, on y va». Donc on a avancé comme ça et après on s'est dit: «OK, peut-être quand même raconter une histoire autour de ce nom et pourquoi on a voulu le faire». Donc notre volonté, c'était apporter de la modernité et parler à notre, génération qui a malgré tout grandi autour de références urbaines et qui est aussi habituée à l'entendre. C'est un nom qui se retient. C'était casser les codes là dont tu parles du Ouais, M&A? complètement, Ouais. complètement, Dire, complètement. on peut être les cool kids et faire du taf Ouais, sérieux, quoi. exactement. OK. Ça c'est tout notre marketing et en fait, il y a aussi un problème d'entre-soi dans l'écosystème qui nous dérange et c'est quand même notre plus grande vision. Tu prends deux trois stats, tu te rends compte très vite. 75-76 je crois des levées de fonds depuis pas mal d'années se font à Paris. Hem, 2/3 des fondateurs des plus grandes boîtes, tu vois, du Next 40 par exemple, ils sont issus des grandes écoles. Quand je dis grande école, c'est, HECX pour, la très grande majorité. OK. Tu prends ce même classement, le Next 40, Mmh. je crois que donc le classement il a dû commencer en 2019. Il a fallu attendre 2023 pour avoir la première femme fondatrice. Hem Typiquement. des pigments, exactement. Hem, donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un entre-soi, un élitiste, et c'est malgré tout la levée de fonds, c'est un exercice très scolaire, donc ça nous dérangeait. Donc c'était vraiment notre volonté chez Braquage, c'était d'ouvrir un peu les portes de l'entrepreneuriat et de donner accès à tous les entrepreneurs, un maximum d'entrepreneurs, les codes de la levée de fonds. Mais pour autant, je t'emmerde un peu, Ouais. mais sur la quarantaine de levées de fonds que vous avez faites, c'est souvent les mêmes profils, j'imagine? Pas Honnêtement, forcément. honnêtement non, honnêtement OK. non. Donc ils existent ces profils? Ouais, ils existent. Il y a parfois il y a très souvent des bons projets. La réalité, c'est qu'ils sont hyper mal défendus mais très vite, tu vois, il y a des decks cata, il y a des storytelling qui fonctionnent pas, il y a une mauvaise manière d'approcher les fonds et en fait, tu as toutes les chances, enfin, pour beaucoup d'entrepreneurs et c'est ce qu'on essaye de défendre, qui trouvent pas, succès, mais au bout des premières rencontres avec les VC ou dès les premiers mails, ou autres. OK. Et donc du coup, ça fait le pont avec la partie produit. On s'est dit: «OK, comment adresser un maximum d'entrepreneurs?» Parce que la réalité des banques d'affaires aujourd'hui, qui vivent sur des commissions sur la levée de fonds, elles ont tout intérêt à accompagner les grosses levées de fonds pour gagner de l'argent et beaucoup moins intérêt à aller accompagner l'entrepreneur qui veut lever 400 000 €, qui a une probabilité de succès de 15 Mmh. donc le business model d'ailleurs ne fonctionne pas. C'est même pas qu'elles veulent pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Et donc on s'est dit: «OK, c'est la tech qui va, nous apporter une solution là-dessus. On va pouvoir, grâce à la tech et à notre produit, diffuser un maximum, d'informations».
C'était évangéliser, c'était faire en Ouais, sorte que les évangéliser, mais entrepreneurs gagner de l'argent aussi, tu vois? Avoir en mmh, fait un business model qui soit possible grâce à la tech, en gardant de l'humain, mais en mettant aussi de la tech, pour, pouvoir scaler un petit peu quand même. OK. Donc ça, c'était notre postulat de départ. On a pas mal bossé sur des produits. Au début, on a commencé sur des produits donc nous, comme je te le disais, on est 2 profils école de commerce, on sait pas coder grand chose. Donc on a commencé sur Notion, tu vois? À faire un petit produit, qui l'entrepreneur pouvait à la fois avoir accès à nous et accès à plein d'informations sur Notion. On a aussi, après fait un peu de no-code avec du Airtable, et on s'est fait accompagner là-dessus. Chemin faisant, on a eu nos premiers clients comme ça, et au fur et à mesure, on a, dessiné un accompagnement qui est du coup focus aujourd'hui pré-seed seed, qui permet à l'entrepreneur d'avoir accès à toutes les informations pour réussir sa levée de fonds, de la phase de prépa jusqu'au closing. On lui donne tout notre savoir, tout ce qu'il doit savoir pour, réussir sa levée de fonds, et en même temps, il a accès à nous en tant qu'humain Mmh. et conseil là où il y a de la haute valeur ajoutée, c'est-à-dire vérifier que la doc soit quali, lui donner, les bons codes pour contacter un investisseur, et évidemment surtout la partie transactionnelle où on l'aide à accompagner, à négocier pour lui les conditions du deal. Et donc mine de rien, la partie tech, tu le disais, elle est un peu moins forte parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de tech, en tout cas pour ce qu'on veut proposer. On est revenu sur certains points, tu vois? Au début, on voulait automatiser le business plan, le deck. En fait, tu arrives sur une science qui est par défaut, inexacte, et c'est toujours mieux que l'entrepreneur puisse prendre en main son deck ou autre. Donc on lui donne tout le temps Toujours les une codes. particularité pour chaque Ouais, business. exactement. Mmh. Donc là-dessus, on est revenu, donc on a un peu moins de tech, mais on a quand même cet accompagnement aujourd'hui qui fonctionne bien, sur lequel on vit, qui est rentable et qui plaît aux entrepreneurs, qui est dimensionné à leurs besoins, tu vois, pour les premières levées de fonds, et pour eux, c'est inutile de sous-traiter toute une doc, auprès d'une grande banque d'affaires, tu vois? Donc nous, on a vraiment pensé l'accompagnement pour ces premières levées de fonds. Je voulais parler, c'est con, mais tu as quand même rencontré énormément d'entrepreneurs. Hem, c'est quoi les gros red flags des gens que tu vois venir, chez toi? Ouais. Ouais, nous, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, je sais pas, on en discute avec, entre C'est bientôt la fin de notre podcast. 5 à 15, 5 à 15 entrepreneurs, par jour. Écoute, moi, je me bats un peu contre ces fameux, green flag, red flag, Mmh. qu'on essaye un peu de théoriser parce que la réalité, elle est toujours plus complexe. C'est dans ce monde qui manque de nuances, on aime bien en apporter un peu plus. Malgré tout, l'actif numéro un pour lever, sa première, sa seconde ou sa levée de fonds, c'est, l'équipe. Ça, c'est les fondateurs. Un VC, ou un investisseur va toujours, préférer se dire: «OK, potentiellement, le business model, il va pivoter 15 fois, le projet aussi, la vision aussi, mais j'ai des fondateurs qui donnent beaucoup, et qui sont capables de gérer, ce jeune développement». Donc l'actif numéro un, c'est les fondateurs, et donc là où on a entre guillemets «le plus de réflexes», c'est sur des fondateurs qui Ouais, qui vont avoir, du mal à prendre les feedbacks, que ce soit côté nous, côté OK. VC, qui vont avoir du mal à monter en compétence sur la levée de fonds parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est Faut forcément pouvoir capacité à apprendre. très vite sur plein de Mmh. sujets, et la levée de fonds, c'est la quintessence de ça parce qu'en quelques semaines, tu dois être bon sur, le juridique, le financier, le marketing, la com, et cetera, et donc c'est un crash test, hem, très efficace malheureusement, et donc ça, c'est la capacité des fondateurs à vraiment s'approprier la levée de fonds et monter en compétence sur le sujet. Et lever des fonds, c'est aussi, du commercial, donc c'est un entrepreneur qui va être très bon, tu On vois? parlait du storytelling Ouais, avant, ouais. exactement, OK. exactement. Si Donc on vient de voir, faudrait quoi? Faudrait qu'on ait quand même anticipé. On n'en parle pas, mais quand tu lèves des fonds, c'est que tu as un besoin. Tu as un besoin potentiellement d'accélérer ou tu as un besoin en trésor. ouais, 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 exactement, même si on dit souvent, et c'est assez vrai, que le Il meilleur faut moment lever, quand on n'a pas besoin. bien sûr. Non, mais derrière cette phrase, Moi, je pense que un tu enlèves l'émotion, un moi peu aussi. cliché, en tout cas, c'est pas être dans l'urgence de cash, Bien sûr. c'est ça qu'il faut retenir, ouais. OK je suis encore en train de perdre ma question. Qu'est-ce que je te disais? On parlait des red Pour flags. venir nous voir? Hein? Pour venir nous voir? Ouais, donc voilà, il y a la complémentarité de l'équipe parce que ça, en fait, tu peux pas la bouger, mais au moins les gens qui nous écoutent, si demain ils veulent lever des fonds, évidemment, je pense qu'il faut avoir une stratégie dans sa levée. Ouais, même si on est là aussi pour accompagner l'entrepreneur à raconter la meilleure histoire Bien sûr. possible aux investisseurs. Mais nous, on prend toujours une demi-heure, en tout cas, pour discuter avec les entrepreneurs et parfois leur dire que faut repousser la levée de fonds ou les aiguiller vers d'autres acteurs plus pertinents. Donc, Ouais, c'est voir aussi votre capacité, votre légitimité à pouvoir les accompagner. ouais, carrément, carrément. Est-ce que tu en as qui viennent te voir en mode, OK, bah, en fait, nous, on sait déjà tout faire. Nous, ce qu'on veut, par contre, c'est votre réseau. Ouais, ça arrive, ça arrive. Ça, on est toujours très méfiant. Ouais, euh, parce que ça devient un Parce qu'un métier entrepreneur, d'affiliation presque. ouais, mais même un entrepreneur qui te dit que il est au top pour lever, que tous les feux sont ouverts, mais il lui manque que l'argent pour réussir à lever, tu te dis que là, il y a peut-être un souci.
Les meilleurs decks, souvent, c'est les decks où on me dit ouais, je crois que j'ai un deck qui fonctionne, mais à voir. Versus là, j'ai le meilleur deck du monde. Donc ouais, parfois les entrepreneurs viennent nous voir pour juste faire de l'intermédiation. C'est pas notre vision. Il y a des gens qui le font mieux que nous. Nous, on se voit vraiment comme les chefs d'orchestre de la levée de fonds, donc on aime bien accompagner sur toutes les étapes parce que c'est essentiel qu'on puisse mettre notre valeur sur la phase de préparation pour derrière être bon face aux investisseurs. On se voit pas comme une simple boîte aux lettres de mail et mise en relation, même si on le fait, on sait le faire. Donc on vient nous voir un peu tard pour nous, c'est-à-dire juste pour le roadshow. Généralement, sauf cas très particulier, on refuse le dossier. 59 minutes, je vais te prendre 2 minutes. Ouais. C'est la fin de je te pose mes dernières questions. Tu sais que je regarde jamais la fin de tes podcasts. Ah ouais? Ouais, jamais. t'es un bâtard, Ouais, je ouais. regarde toujours. Et je sais pas, à la fin, je sais pas pourquoi, mais c'est. Ouais, je sais pas. Bah écoute, tu vas Donc là, découvrir les ouais, questions de fin. ouais, du mais je coup, fais quand même, en fait, c'est pour ça. Est-ce mais je sais qu'on pas. a déjà couvert tous les sujets? C'est les sujets. Ouais, au stock, Ouais, bah non, bah je te l'ai dit. Non, écoute, c'était trop bien. Alors, autant vous dire qu'on a fait aucun call de prépa. Tu Ouais. m'as dit tu veux parler de quoi? Je t'ai dit t'inquiète, on verra. Ouais. D'où le fait que j'oublie mes questions. Bon, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux au quotidien? Franchement, 9. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche au quotidien? 7,5. Intéressant. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job t'apporte du plaisir et du sens, surtout dans ton quotidien? 9. Et à quel point ce même job, sur une échelle de 1 à 10, est-il difficile ou te demande de l'effort? Ouais, 10, 11, 10. Ok. Donc, grosse corrélation entre Ouais. la douleur, enfin l'effort et le plaisir dans la sueur, on va dire. Et ça, c'est ma dernière question que j'aime beaucoup, qui est ouverte. En plus, on était à l'école ensemble, quel plaisir. Ouais. C'est quoi la matière que tu penses qu'on aurait dû nous enseigner, et ce, en primaire, Ouais. qu'on n'a pas eu? Voilà, j'ai beaucoup de réponses possibles. Une seule, s'il te plaît. Ouais. Quoi te dire? Je pense. En fait, il y a plein de réponses possibles. Tu vois, je peux te dire l'entrepreneuriat, la finance, le juridique, le civisme, même si on l'a vu un petit peu. Mais je crois que je dirais le sport, même si on l'a vu un petit peu. Je pense que c'est vu comme une petite surcouche. On va leur mettre 2 heures de sport par semaine. Je pense que pour qu'un enfant grandisse de manière équilibrée et épanouie, je pense qu'on devrait faire du sport un axe primaire dans l'éducation C'est des quoi? enfants. C'est se dépenser ou c'est revenir sur du collectif, de la discipline, Ouais, la t'as un peu de résilience? tout ça, même la culture sportive d'ailleurs, c'est un égard qui nous manque un peu. Ouais, que le corps humain, tu vois, en fait, c'est plutôt ça, que le corps humain soit vraiment au cœur de l'enseignement et sur tous ses aspects, Ouais, et c'est qu'on intéressant. voit pas le sport juste comme une partie de volley ou comme le 3x500, on n'en pouvait plus au lycée. On n'apprend pas forcément à se connaître, tu dirais? On nous Ouais, apprend pas à nous non, connaître, clairement notre pas. corps comme notre Ouais, tête. exactement, comment bien manger, comment bien dormir, connaître toutes les parties de son corps, comment ça fonctionne. On l'apprend derrière la SVT, tu vois, mais en fait, c'est pas assez complet. Donc, ouais, tu vois, je pense que le sport, ça serait une vraie entrée. Et le sport, ça reste assez ludique pour un enfant. Donc, je pense que c'est Clairement. la bonne porte d'entrée pour ça. Ah, et je trouve ça intéressant, mais je pense que dans le sport, tout ce dont on a parlé, qui est résilience, qui est aussi prendre confiance en soi, il y a jamais meilleure manière de le faire que dans du plaisir, dans un jeu, en Ouais, fait. ouais, Je me exactement. dis tout ça, si tu débloques ça très tôt, l'entrepreneuriat, tu auras des mécanismes que tu auras mis en place où il y a des moments où tu vois l'entrepreneuriat, allez, je termine là-dessus, promis, mais comme un jeu. Ouais, Tu arrives à enlever toute cette pression. Ouais, je crois que je le vois quasiment essentiellement comme un jeu. Euh, En tout cas, dans mon projet, parce que la réalité, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs à lever des fonds, on est assez connexe à leur histoire. Et ouais, je le vois beaucoup comme un jeu. Et je crois que c'est ce qui me permet de kiffer le matin quand je me lève. Ouais. Sauf qu'on peut pas plier le game, car le game n'a pas de fin, il me Ouais. semble. Ouais, Donc voilà. Bon, bah en tout cas, j'ai hâte de témoigner ce cher 30 août d'un bel événement. carrément. Avec Augustin. Avec Augustin, Ouais. c'est vrai. Faire un podcast. On va bien se de voir brunch. avant, on ne va pas spoiler tout ça. Bref, un grand merci Germain d'être venu dans mes nouveaux studios. J'espère que tu as pris du plaisir. Ouais, et toi? Bah, ça va. T'es content du Mika? Ouais, je crois que tu. Allez, Ouais, hop, ouais, un pareil. peu check. Il va me mettre un bâche, le bâtard. Ouais, mais pas maintenant, ce sera plutôt pour le dessert.
Je t'enverrai des photos de moi dans mon lit en train de manger comme un gros morphale. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis Merci pour ce beaucoup. nouvel épisode. Je vous dis à la semaine pro pour un nouvel épisode. Et surtout, en 30 ans, n'oubliez pas, merde, un putain de merde dans tous vos projets. Misez sur vous, croyez en vous et avancez un pas après l'autre. Et j'espère que vous allez chercher des victoires. Allez, sur ce, beaucoup de positif et d'amour à vous envoyer. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.